Qu'il soit tard, merci pour commencer aux organisateurs. Et bien qu'il soit tard, je ne résiste pas à. D'abord, je m'excuse pour ne pas être ni français ni belge, donc mon français n'est pas parfait, mais je parle quand même français. Et je ne résiste pas à la tentation de vous montrer un petit clip où on voit Einstein. Parce que ma conférence est sur la naissance de la cosmologie. Je ne vais pas parler du tout du Big Bang, comme disait tout à l'heure Pierre. Mais comme c'est aujourd'hui 100 ans après la publication du papier d'Einstein cosmologique, donc c'est une bonne occasion pour une célébration. Aussi, c'est un papier que beaucoup de monde cite, que personne n'a lu probablement, ou presque personne, parce que, comme on sait aussi en suivant la façon où a été cité ce papier. Donc, je vais faire juste un petit Reader's Digest de ce papier-là, avec une très longue introduction quand même, qui ne durera pas plus qu'une demi-heure. Je vais passer mon séminaire à la vitesse des ondes gravitationnelles. Mais je ne résiste pas à la tentation de vous montrer ça. For Mr. George Bernard Shaw, speaking at the Joint British Committee Authors' Day dinner in London in honor of Professor Einstein. There is always a great deal to conceal. If you take the typical great man of our historic epoch, and suppose that I had to rise here tonight to propose the toast of Napoleon, well, undoubtedly I could say many very flattering things about Napoleon. But the one thing which I should not be able to say about him would be perhaps the most important thing, and that was that it would perhaps have been better for the human race if he had never been born. Napoleon and other great men of his type, they were makers of empires. But there is an order of men who get beyond that. They are not makers of empires, but they are makers of universes. And when they have made those universes, their hands are unstained by the blood of any human being on earth. Ptolemy made a universe which lasted 1,400 years. Newton also made a universe which has lasted 300 years. Einstein has made a universe, and I can't tell you how long that will last. Voilà, ceci servait juste d'introduction à mon séminaire que voici. Non, il n'est pas là. Voilà. Donc là, je vais vous le passer très vite parce qu'il est tard et nous sommes tous un peu fatigués. Donc voilà les acteurs de la mise en scène que je vous ai préparée. Ils vont apparaître. Makers of Universes fait référence au petit clip qu'on vient de voir. Donc là, vous allez les reconnaître après. Ça sont nos deux protagonistes principaux, c'est-à-dire Einstein et De Sitter, et d'autres protagonistes dont les maîtres, Einstein et Friedman, dans le temps plus récent. Mais donc on va célébrer ce papier-là, c'est le papier de 1917 où Einstein introduit la cosmologie scientifique. Et comme j'ai déjà eu l'occasion de montrer dans cette même pièce, c'est un papier qui a une certaine valeur, dans le sens qu'il a été vendu à 5 040 $. C'est un reprint, ce n'est pas les manuscrits originaux. Donc, s'il y a un reprint dans vos tiroirs, vous pouvez peut-être aujourd'hui faire plus, parce que là, c'est 100 ans de la publication de ce papier. Donc, on peut voir aussi la description du lot qui fait Christie's
Donc il y a une erreur qui dit que là, il a introduit la constante cosmologique to describe a universe that is ever expanding. Et c'est bien le contraire qui a fait Einstein, introduit la constante cosmologique to describe a universe which is never expanding. And the worst mistake of his life. Ça, c'est aussi un leitmotiv de cette histoire qui est très intéressant. Et ça, c'est les papiers de Sitter, le premier papier en réponse. C'est aussi un reprint qui est en vente, donc vous pouvez vous précipiter pour l'acheter. En vente en ce moment à New York à $4 500, aussi un reprint, hein, pas en original. Là, la description est plus exacte, c'est-à-dire la description, le type a fait un bon travail, mais toujours est-il qu'encore on mentionne le greatest mistake of Einstein. Et la chose est curieuse, moi je trouve qu'on parle toujours de ça parce que je crois que c'est tout psychologique. Pour les gens qui ne sont pas Einstein, se sentent un peu réconfortés du fait qu'Einstein avait fait des erreurs, ou une grande erreur. En effet, il a fait plein d'erreurs, Einstein, mais pas celui-là. Donc, voilà. Donc, moi, je pars très en arrière, par contre, à mon truc, parce que je ne crois pas qu'on puisse comprendre ce qui a fait Einstein sans savoir où est-ce qu'il a bâti, avec qui il s'est comparé. Et donc, la première théorie du cosmos, c'est les mots mêmes. Et c'est intéressant de savoir qu'il n'y a pas eu de mots pour désigner cosmos pendant la moitié de l'histoire. C'est-à-dire, le mot est apparu en 500 avant Jésus-Christ. Et donc, avant, qu'est-ce qu'on faisait avant? On faisait soit une énumération des choses, c'est-à-dire on faisait une liste, ou bien on faisait une opposition binaire. L'opposition binaire, c'est quoi le laser, ça? C'est ça? Oui. C'est la formule le ciel et la terre, qui est évidemment la formule biblique, aussi la formule homérique, mais c'est aussi la cosmologie ancienne, et la cosmologie jusqu'à Copernic, c'est-à-dire le rôle relatif du ciel et de la terre. Ça va jouer comme résumé de la cosmologie classique. Donc, le premier point, c'est que l'idée d'univers physique n'est pas une idée primitive. C'est une idée déjà très élaborée. Et donc, les mots cosmos, c'est déjà un jugement, c'est-à-dire c'est un mot qui réfère à l'ordre, à la beauté de l'ordre. Donc, le mot cosmos, c'est juste une parure de femmes à l'origine. Et pareil, le mot mundus. Le mot mundus latin, en italien, monile, veut dire précisément collier de femmes. Le mot mundus et le mot cosmos sont synonymes, c'est-à-dire, comme dit Pline l'Ancienne, nous appelons mundus, c'est ce qu'ils appellent cosmos, et ça réfère au même objet, c'est-à-dire un collier. Mais ces mots a acquis l'usage cosmique lentement. Le mot universus, c'est un mot composé de unus versus ou ad unum vertere, et il apparaît pour la première fois dans un écrit de Lucrèce, dans la contraction umborsum. Dans ce passage, ça veut dire des choses qui tournent tout ensemble. Alors, voici des citations que je n'ai pas le temps de commenter, parce que déjà, pour commenter ça, il faut une expertise que moi je n'en ai pas. Et deuxième chose, il n'y a pas le temps. Mais Pythagore est le premier qui a appelé cosmos le cosmos, dit Aetius dans le 2e siècle après Jésus-Christ. Et là, dans la citation d'Héraclite, on voit l'idée d'une totalité autosuffisante qui ne nécessite pas de choses externes. Ici, c'est une chevauchée qu'on fait très très vite dans une histoire qui est évidemment très très longue et importante. C'est une chevauchée tragique parce qu'à l'époque, parler de ces choses, on pouvait, à l'époque déjà de Socrate, parce que Socrate lui-même. Alors ici, c'est une citation d'un passage où il apparaît pour la première fois que je sache le mot théorie physique. C'est un passage de Posidonios. Et théorie physique, ici, dans ce contexte, veut dire contemplation de la nature. C'est aussi intéressant qu'à cette époque,
nature, si vous disiez le mot nature à cette époque, tout le monde comprenait les ciels et les astres. Si vous dites nature aujourd'hui, tout le monde comprend les plantes et les petits animaux. Hein. Ça a changé de sens après la révolution scientifique. Alors, dans ce passage, Xénophon veut disculper Socrate de l'impiété suprême, c'est-à-dire de s'être coupé de physique. C'était dangereux déjà à l'époque de Socrate. Et donc, il dit que Socrate ne se contentait pas de s'abstenir, mais se moquait de ceux qui se livrent à des études de physique. Il les traitait de fous. Comme je disais, ça a été dangereux. Évidemment, aujourd'hui, on peut dire que l'espace-temps avance 6 dimensions sans courir le risque d'être brûlé vivant sur un bûcher, vous savez. Mais là, il fallait faire attention à ce qu'on disait. C'était peut-être un peu plus... On y mettait du sien, disons, voilà. Comme vous savez, on dit que Giordano Bruno, quand on parle de Giordano Bruno, je vais en parler très très vite, qu'il est mort dans un incendie, on disait, dans 1800, non pas qu'il a été brûlé. Donc voilà. Alors, dans le Timée de Platon, on voit déjà une chose qui va disparaître plus tard. Il est né notre monde, vivant visible, comprenant les vivants visibles, Dieu sensible, image d'un Dieu intelligible. Ça, c'est une phrase très importante qu'il faudrait avoir le temps de commenter. Très grand, très bon. Donc, cosmos, c'est un jugement de valeur aussi, chose qui va disparaître après. C'est une citation d'un philosophe récent, probablement beaucoup d'entre vous l'ont reconnu. Le sens du monde doit se trouver en dehors de celui-ci. Dans le monde, tout est comme il est et il se passe comme il se passe. Il n'y a en lui aucune valeur, et s'il y avait une, elle n'aurait aucune valeur. Ça, c'est une citation de Wittgenstein. Donc, la position de la cosmologie par rapport à l'anthropologie et l'éthique est totalement changée après la révolution scientifique. Mais Aristote, par contre, est déjà plus moderne, parce que, comme ici il s'agit de gravité, dans Aristote, comme vous savez, la théorie des mouvements d'Aristote était divisée en mouvements naturels, violents et célestes. Dans Aristote, les mouvements de grave est lié, la gravité donc, est liée à l'organisation du cosmos. Donc, c'est déjà ici que ça commence, l'histoire cosmologique avec la gravité. Voilà un traité d'artillerie de 1628 de Diego Ufano, et vous voyez qu'il calculait, lui, après déjà les études de Galilée, les mouvements des projectiles à l'Aristote, les mouvements violents, mixtes et naturels. Vous voyez? Donc, c'est avec cette idée du mouvement qui apparaît la cosmologie classique, c'est-à-dire la division en les mondes sublunaires et les mondes supralunaires. Ici, c'est le monde de la Terre, disons, où les mouvements se passent de la façon qu'on a dit, violente, mixte et l'autre partie où il y a les mouvements circulaires parfaits. Il ne faut pas se tromper parce que le fait que la Terre était au centre, c'était le centre d'une poubelle, hein? La position centrale de la poubelle. Ce n'était pas une position centrale très enviable. La perfection était ailleurs. Ici était le lieu de tous les mal. Donc, quand on parle de la révolution copernicienne, on oublie parfois cet aspect des choses. Effectivement, on fait un saut maintenant et on passe à un nouvel ordre. Le nouvel ordre de Copernic, c'est d'avoir changé la position de la Terre avec celui du Soleil. Mais pour le reste, pas beaucoup a changé. Évidemment, c'est un énorme changement, mais pas aussi grand qu'on pourrait imaginer. Il reste l'ordre, il reste un univers étagé tel qu'il c'était. Et comme lui-même le dit, il a pris la peine de lire tous les livres des philosophes, pour revenir à l'histoire de la philosophie et de la physique, et de chercher les traces de gens qui avaient autre idée que l'idée d'Aristote et de Ptolémée. D'accord. Avant lui, il y avait eu Nicolas de Cuse, qui était cité hier, qui évidemment était beaucoup plus audacieux dans les changements qu'il avait proposés. Donc ici, l'ordre reste, et il reste un univers fini, parce qu'au-delà des étoiles fixes, il n'y a rien, disons, il y a le vide. Et voilà. Alors, il ne se passe rien, par contre, entre 1543 et 1616. Pourquoi? Donc là, on peut lire les livres de Koira, que je suis allé racheter hier soir parce que
Je l'avais oublié dans mes bagages, je l'ai ici. Et ça fait 40 ans qu'il a été publié, ce livre. Et pourquoi la mise à l'index de Copernic s'est passée en 1616 et non pas en 1543, mis à part toutes les précautions que Copernic avait voulu prendre? Alors là, ici, il y a déjà une parenthèse, Giordano Bruno. Je ne vais pas m'étendre sur Giordano Bruno, c'est lui qui fait rentrer l'idée des monts, disons, véritablement, plus que Nicolas de Cuse, qui n'avait pas eu d'influence directe, sinon sur Giordano Bruno, sur ses contemporains, mais lui aussi était trop à l'avance par rapport à ce temps, bien qu'il n'était pas un scientifique, bien sûr, quoique dans la Cena delle Ceneri, il y a l'explication du principe de relativité de Galilée tel quel, avec les navires, etc. Voici des citations de Giordano Bruno que je n'ai pas le temps de détailler maintenant. Mais alors, voilà, c'est très intéressant, que ça c'est aussi très ironique. Kepler, après Giordano Bruno, il était, d'un côté, semble dire que Giordano Bruno était le plus grand parmi tous les hommes. D'autre part, c'était son ennemi personnel, on peut dire. Il voyait Kepler dans l'univers infini de Giordano Bruno, je ne sais quelle horreur secrète. On peut voir, et quand il y a eu, je vais vous dire ça après, et donc je trouve, donc il s'opposait d'une façon radicale à l'idée qu'il y avait d'autres mondi. Ah, d'ailleurs, une chose que je n'ai pas remarqué là, l'œuvre de Giordano Bruno s'appelle Dell'infinito universo et mondi. Et c'est à ce moment-là que les mots univers et les mots mundus ne signifieront plus la même chose. C'est univers qui va garder le sens de la totalité, quand mundus va avoir le sens de terre, soit même de monde. Comme en français, il y a du monde, le sens d'une terre habitée. À cette époque, il y a la divarication entre ces deux idées. Et Kepler, donc, il s'opposait à l'idée d'autres mondes possibles, et c'est très ironique que la mission qui a été lancée pour voir les exoplanètes s'appelle Kepler. Il n'y croyait pas du tout, lui. Donc, c'est très, très étrange, je ne sais pas pourquoi les gens de la NASA ont appelé ça Kepler. Alors, pourquoi alors ils sont passés 70 ans entre l'apparition de Copernic, de la révolution copernicienne et la vraie révolution copernicienne, c'est-à-dire sa mise à l'index et tout le reste, parce qu'il fallait une nouvelle physique. Et encore une fois, la nouvelle physique, c'est une physique de la gravitation. Vous voyez ici une page manuscrite de Galilée qui avait fait des expériences avec son ami et collègue Guidobaldo del Monte sur le lancement de projectiles. Et vous voyez qu'il faisait des expériences avec les caténaires. Donc, il faisait des expériences. C'est-à-dire, il avait ramené la géométrie sur Terre. La géométrie était exclusive du ciel. C'est à l'époque de Galilée qu'elle revient sur Terre pour tâcher d'expliquer le mouvement des grades à nouveau. Donc, voilà un autre dessin de Galilée. Et il a fait aussi l'opposé. Il a amené la Terre au ciel. C'est-à-dire en regardant avec la lunette les astres. Ceci, c'est un truc que vous ne trouverez pas sur l'Internet. C'est une enveloppe d'une lettre qui a été envoyée par Sagredo à Galileo Galilei, qui a été trouvée récemment par un ami à moi qui s'intéresse à Galilée, qui s'appelle Franco Giudice. Et c'est la première annotation des astri Medici, faite sur le dos d'une enveloppe, comme on dit, back of an envelope calculation. Le premier était Galilée. Donc, après cette première notation, il a tenu note dans un cahier, comme vous savez, de ses observations nocturnes. Ça, c'est probablement la première observation des astri Medici. Et ça avait vraiment beaucoup effrayé Kepler, parce qu'il avait cru que Galileo n'avait pas envoyé son livre Sidereus Nuncius à Kepler, parce que Galileo aussi était un peu vache. Et lui s'était emprunté, il croyait que c'était
que Galilée finalement avait vu les autres mondes de Giordano Bruno. Après, quand il a su que c'était des satellites, il a dit finalement, je t'ai délivré de la prison infinie où Bruno voulait m'enfermer. Alors, l'infini peut être une vraie prison contre un truc fini, parce que l'infini, c'est un truc dont on ne peut pas s'échapper. Hein. Ça, c'est l'idée de Galilée, de Kepler. Voilà. Et alors, on passe à Newton, mais comme je vais en parler, donc Newton a essayé lui-même à faire une cosmologie après avoir vraiment découvert la loi de gravitation universelle, mais il était conscient que dans sa loi de gravité universelle, il y avait un problème pour faire un univers qui se tient. Et même l'évêque Berkeley lui avait écrit en disant « Il y a un problème dans ta théorie », et lui n'avait jamais répondu. Chose qui avait été après étudiée par d'autres pendant les 3 siècles qui sont passés entre Newton et Einstein, en amenant cette modification de la loi de Newton sur laquelle je vais revenir. Et là, nous passons à notre véritable sujet, c'est-à-dire les papiers d'Einstein de 1917. Et là, il y a une citation que je fais de Infeld dans le livre Einstein, Philosopher Scientist de 1947 pour son 70e anniversaire, 1949 pour son 70e anniversaire, où il dit que bien que les modèles à cette époque étaient totalement dépassés, son modèle cosmologique soit faux, il est beaucoup plus important une solution fausse d'un problème fondamental, wrong solution, que correct solution of a trivial, uninteresting problem. So, comme je disais, comme ça a été rappelé plusieurs fois, dans la recherche d'Einstein, il joue un rôle important cette préconception métaphysique et épistémologique. En particulier, ça joue un rôle vraiment crucial. En particulier, c'est ce qu'on appelle le principe de Mach. Alors, c'est intéressant. Je l'avais la citation, mais je l'ai enlevée vu qu'il faut que j'aille vite de lire aussi ce qu'il a écrit Einstein à la mort de Mach comme obituary. Et donc, il s'attarde à parler du rôle que l'épistémologie peut jouer dans la vraie recherche physique. Alors, voilà le principe de Mach. Bien que ce soit un peu vague, c'est ce qu'il dit, c'est que in a consistent theory of relativity, there can be no inertial relativity to space, but only inertia of masses relative to one another. C'est-à-dire, la gravité est totalement, à cette époque, l'idée des champs n'était pas encore tout à fait en jeu ici. Donc, il pensait aux masses comme des objets, disons, ponctuels ou gros, mais des choses matérielles, vraiment matérielles. Et donc, la gravité devait être complètement déterminée, gravité par la position des masses, et au contraire, aussi l'inertie de chaque objet devait être totalement déterminée par les positions relatives des masses. Alors, bon, ça je saute. Donc, là, ce sont des citations du papier d'Einstein. Je les ai pris telles quelles et je les ai extraits du papier. Il commence comme ça. Il dit que l'équation de Poisson n'est pas un substitut de l'action de la loi de Newton, parce que pour résoudre cette équation, il faut considérer les conditions au bord. Donc, on rajoute des choses ici. Si je prends cette équation, elle n'est pas totalement équivalente à la loi de Newton, parce qu'ici, il faut que je prends en considération aussi les conditions au bord. Et donc, il dit que, je passe vite, excusez-moi, mais comme là, je pense que les pâtes sont déjà demi-cuites. Vous savez, nous, Italiens, nous mangeons les pâtes d'une certaine façon. Donc, il y a les mêmes problèmes en relativité générale. Et donc là, il commence, là c'est intéressant quand même de dire une chose, il commence en étudiant la cosmologie newtonienne, et il présente les paradoxes qui sont de la cosmologie newtonienne, en particulier une force qui diverge par unité de surface, et aussi l'effet que je considère une distribution homogène
des matières, la force sur ce point central est infinie. Deux infinis, donc infini plus l'infini, je ne sais pas combien ça vaut la force. Donc, autre argument contre l'univers Hill de Newton, c'est qu'un tel univers s'évaporerait parce que de temps en temps, les particules individuelles auraient assez d'énergie pour s'enfuir à l'infini. Donc, ça ne marche pas l'univers Hill de Newton pour des raisons qui sont propres à l'univers de Newton, mais qu'on peut résoudre par cette modification qui avait été faite par Neumann, mais qu'Einstein ne connaissait pas, apparemment, celle-ci. Bon, d'accord, celle-là, celle que je vous ai montrée tout à l'heure. Et alors, qu'est-ce qu'il fait donc, tout ça, c'est un peu, si vous voulez, c'est un peu... il parle de ces choses-là juste pour se préparer le terrain à la modification qu'il va faire des équations. Donc, il étudie cette équation modifiée et à un moment, il dit un tel univers n'aurait aucun centre si je considère l'équation modifiée par rapport au champ gravitationnel. Donc, le fait qu'il n'y a pas de centre, l'idée de Bruno, il revient ici pour la première fois après 300 ans. Alors, donc, après avoir présenté ces problèmes de la cosmologie newtonienne, il dit qu'il va amener le lecteur sur le rough and winding road. Donc, il expose, je ne peux pas, malheureusement il est un peu tard, donc je ne peux pas trop commenter tout ça. Mais, et donc là, il commence une discussion avec des critères. Einstein voulait que ce principe de Mach marche, donc il était prêt à mettre des énormes masses à l'infini qu'on ne voit pas. Mais De Sitter lui dit, mais excuse-moi, tu mets des masses à l'infini qu'on ne voit pas, autant garder l'espace absolu de Newton. Ça me paraît quand même moins déraisonnable de ça. Donc, il y a une longue correspondance qui est disponible sur l'Internet, qu'on peut lire d'une façon détaillée, qui est très instructive, de comment les choses se font. Et finalement, il y a une troisième possibilité qui dit, il y a trois possibilités qui sont envisagées dans le papier, et la troisième possibilité est décrite aussi dans deux lettres, une à De Sitter, en disant, je veux savoir qu'est-ce que tu penses d'une idée un peu dingue que j'ai ce jour-ci, et il dit à Ehrenfest, j'ai peur qu'il n'y ait pas d'asile chez toi, parce que si je viens, je risque qu'on me mette dans un asile, après ce que je suis en train de faire, parce qu'il voyageait beaucoup voir Ehrenfest à ce temps-là. Donc, après, je suis en train de faire à la gravité. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Un univers sphérique. Alors, l'univers sphérique était l'univers des anciennes. Ce n'est pas une nouveauté. Mais l'univers des anciennes, c'est une boule. Ici, c'est un univers sphérique courbe. C'est-à-dire, il faut imaginer cette sphère comme une sphère à 3 dimensions plongée dans un espace à 4. Donc, c'est une sphère courbe contre la boule de l'univers des anciens qui n'a pas de centre. Chaque point est équivalent à tout autre point. Donc, il a mis ensemble, sans le savoir ou en le sachant, l'univers des anciens, sphérique, et l'univers sans centre de Nicolas de Cusa et de Giordano Bruno. Donc, l'univers sphérique, il lui sert, comme on a été déjà dit hier, parce qu'il veut absolument, donc en continuant à lire les papiers, on voit apparaître les principes cosmologiques, c'est-à-dire en moyenne, on regarde l'univers à grande échelle, donc on ne s'intéresse pas aux fluctuations locales de densité. Et voilà la modification. Là, il y a le deuxième point important. Donc, cette modification est introduite pour permettre à l'univers d'être sphérique et statique au même moment. Dans l'équation originale, il n'y a pas de solution sphérique et statique au même temps. Et il s'appuie, il dit la phrase suivante dans le texte. This modification corresponds perfectly to the transition from Poisson's equation to cette équation-là. Or là, ça c'est une vraie erreur d'Einstein. Ça c'est faux. Parce que la limite non relativiste de cette équation, c'est celle-ci.
avec un terme constant qui n'est pas multiplié par les champs. Ça, c'est une vraie erreur qu'Einstein fait, une vraie erreur interprétative, dans le sens qu'ici, cette lambda sert comme un cut-off de la force de gravité à l'infini. Ce lambda-là, par contre, introduit une force répulsive qui croît avec la distance. Donc là-dedans, il y a une erreur qui est une erreur que les gens répètent. Ils répètent encore de nos jours, continuent à dire que c'est bien qu'il y a aussi des livres qui disent déjà, donc il y a cet argument. Je crois que le premier à l'avoir remarqué, c'est M. Otto Eckmann qui dit Einstein argument is naturally quashed. Mais il est faux, et même Pauli s'est trompé sur ça. Donc toute la longue introduction d'Einstein, elle est assez inutile, parce qu'il n'y a aucun rapport entre cette équation-là et l'équation modifiée de la gravité. Bon, maintenant, disons, donc quand même, on arrive à introduire ces modèles, et la discussion après commence une longue discussion entre Einstein et De Sitter. Il y a des livres maintenant sur cette discussion qu'on peut lire avec beaucoup d'intérêt. Je vais passer tous ces détails que je vais préparer pour vous, mais malheureusement le temps est donc lui, il n'avait pas à cette époque les équations de Friedman où la solution de l'univers statique ça se fait dans une ligne. Donc il devait élaborer avec les coordonnées des projections stéréographiques. Et c'est ici qu'entre De Sitter en jeu. Il prend son papier, il fait la projection stéréographique à 5 dimensions en mettant un temps purement imaginaire. Donc il fait la rotation de Wick avant que ça n'existe la mécanique quantique. Donc c'est assez intéressant. Donc ça, c'est le premier papier de De Sitter. C'est ça. Lui-même, il n'y voyait pas trop clair parce qu'à ce moment-là, la relativité générale était tout fraîche. Donc, le rôle de différents systèmes de coordonnées n'a pas été éclairci pendant 50 ans, peut-être. Donc, par exemple, on peut lire dans les papiers de De Sitter que vous pouvez acheter pour $5,000, c'est que cette chose de mettre la discontinuité qui vient dans les coordonnées sphériques est seulement apparent, et vous pouvez lire, ça c'est en réalité un hyperbolical of two sheets. Or non, c'est pas two sheets, c'est un sheet. Mais il fait une certaine confusion que je pourrais vous expliquer, mais je n'ai pas le temps de vous expliquer. Quand même, il y avait beaucoup d'erreurs, beaucoup de discussions, entre en jeu beaucoup de monde, en particulier Einstein, là il s'entête. Si vous voyez la citation que je n'ai pas lue précédemment, il avait dit que l'hypothèse statique, il dit approximative assumption in the paper. C'est un truc un peu fonctionnel. Après, ça devient un principe pour lequel il faut aller se faire brûler vivant, disons. Dans le sens que là, c'était finalement était devenu un truc contre lequel on ne pouvait pas plus se battre. C'était parce qu'à la fin de cette longue discussion, après beaucoup d'erreurs de beaucoup de monde dans les interprétations qui sont dues, donc vous voyez le deuxième papier d'Einstein, de Sitter, où il introduit les systèmes de coordonnées du trou noir. Donc il y a une querelle qui dure pendant 2 ans, et à la fin, la personne qui résout la querelle, c'est Klein. Là, voilà, encore une fois, encore une erreur. Weil lui envoie un truc, lui dit bon, voilà, c'est ce qu'on devait s'attendre. Mais c'était faux, évidemment, parce que c'était difficile. Il faut pas, je ne suis pas en train de dire que c'était des stupides. Hein. C'était le début d'une chose. Donc, eux aussi étaient des humains, ils pouvaient se tromper. Et voilà la fin de l'histoire. Klein reconnaît que c'est une variété totalement régulière, mais à la fin, quand même, Einstein la refuse parce que ce n'est pas un espace-temps globalement statique. Alors, bon, je passe sur ça. Je voulais juste vous montrer les autres systèmes de coordonnées cosmologiques. Celui-là a été introduit en 22 par Lanczos. Celui-là a été introduit par les maîtres, c'est le système plat, en 24. Et c'est celui que les gens qui s'intéressent à l'inflation affectionnent beaucoup, encore de nos jours. Et là, c'est le modèle hyperbolique. Effectivement, là-bas, vous pouvez voir où c'était la source de l'erreur de Sitter en 1917. Il voyait 2 nappes de l'hyperboloïde, mais c'était les 2 nappes
qu'on obtient en intersectant à temps constant. Vous les voyez là? Je peux intersecter mon hyperboloïde avec un plan ici, et j'ai une nappe là et l'autre nappe là. C'est ce qu'il voyait de Sitter dans son papier de 17. Donc, on en vient à la conclusion. Alors, ça c'est le premier épilogue. Après, il y a eu Friedman, évidemment, mais bon, d'abord, il avait écrit, comme vous tous savez, que Friedman s'était trompé. Après ça, il y avait une erreur mathématique. Là, il avait écrit vraiment une erreur mathématique. Il n'y en avait pas, mais bon, il disait, c'est mathematically correct. Après, il a dit, mais of no physical significance. Et encore en 27, il a dit à les maîtres, vos calculs sont corrects, mais votre physique est abominable. Bien que là, déjà, on pouvait se douter, parce que l'histoire des spiral nebulae et tout ça était déjà bien mûre à cette époque. Voilà la belle maître avec Einstein, je crois que c'était en Belgique ici. Il y a l'histoire de l'affaire Lemaître. Vous savez qu'il y a la traduction du papier de Lemaître qui était apparu dans les comptes rendus de l'Académie royale de Belgique, était traduit plus tard. Ici, Eddington avait écrit quelque chose et Lemaître qui avait été postdoc chez Eddington lui rappelle que lui avait déjà expliqué les choses. Et alors Eddington prend les parties de Lemaître et dit il veut traduire son papier en anglais, et du papier de Lemaître disparaît la loi de Hubble, qui pourtant était présente dans les papiers, français. Donc on se demande qui a fait disparaître la loi de Hubble. On a accusé les Américains pendant longtemps d'avoir fait ça exprès, mais non, c'était Lemaître lui-même qui a traduit les papiers, et il a fait disparaître cette partie parce que les données astronomiques qu'il avait utilisées, ça c'est une affaire qui a été résolue dans les années 2000 par Mario Livio, un astrophysicien italo-américain. Voilà, et Lemaître utilise, comme je vous ai dit, ces modèles de De Sitter. Il fait un truc mixte, et à la fin, Hubble utilise le modèle de De Sitter pour expliquer le décalage cosmologique vers les rouges. Et comme vous le savez, juste pour conclure, ça c'est une citation d'Einstein qui dit à De Sitter, quand De Sitter, dans les premiers échanges, dit bon, mais ce terme n'est pas très très beau. Et l'autre lui répond, in any case, one day, et c'est maintenant, our after knowledge in the composition of the fixed stars, the apparent motion of fixed stars, the spectral lines, will probably come far enough to be able to decide empirically of the question of whether or not it vanishes, lambda. Conviction is a good motive, but a bad judge. Questo è Einstein in 1917 o 18. Beaucoup plus tard, Einstein, en 1947, écrit à ce moment-là, il était totalement convaincu qu'il est contre la constante cosmologique. The introduction of such a constant implies a considerable renunciation of the logical simplicity of the theory. Since I introduced this term, I had always a bad conscience. I am unable to believe that such an ugly thing should be realized in nature. In nature, ici, c'est à nouveau les étoiles. Et là, il y a la prophétie de Lemaître qui était prêtre, donc il avait tous les droits d'être aussi prophète. The history of science provides many instances of discoveries which have been made for reasons which are no longer considered satisfactory. It may be that the discovery of the cosmological constant is such a case parce que dans ce livre que je citais tout à l'heure, l'intervention de Lemaître est au sujet de la constante cosmologique. Et finalement, on croit que probablement c'est Lemaître qui avait raison dans cette prophétie, parce qu'on a vu réapparaître la même année la constante cosmologique positive d'un côté et négative de l'autre côté en physique. Et maintenant, les gens ne font plus que ça. Il n'y a que de la constante cosmologique partout. Je ne sais pas si c'est un bien ou un mal, ou il faut encore reprendre les bouchées et les remettre en marche. Et finalement, la dernière conclusion, donc si on croit au modèle cosmologique
standard. Il ne va rester que la constante cosmologique. Et la dernière conclusion, c'est celle de Rocky Kolb, que la vraie morale, c'est qu'il ne faut jamais admettre de s'être trompé. Si Einstein n'avait pas admis de s'être trompé, il aurait été fameux. Voilà, c'est fini.